dans les couloirs habituellement paisibles du palais de justice de Paris. Depuis lundi dernier, la frénésie règne aux abords de la cour d'assises. Derrière les rubans rouges qui délimitent l'espace réservé à la presse, 400 journalistes, dont un quart d'étrangers, réunis pour un procès qui intrigue le monde entier. Cet événement en ce moment, ce procès attendu de longue date, le braquage de bijoux en 2016 au cours duquel Kim Kardashian a raconté avoir été ligoté et volé dans un hôtel parisien. Nous retrouvons immédiatement notre correspondante Mélissa Bell sur place à Paris. Bonjour Mélissa. Bonjour John. C'est un procès qui, comme vous pouvez l'imaginer, va attirer beaucoup d'attention sur lui au cours du prochain mois. Ça a déjà commencé ici, dans ce bâtiment, juste derrière moi. D'un côté, la victime, Kim Kardashian, la reine-mère des influenceurs. Sa présence est espérée en cours de procès. Face à elle, ces braqueurs présumés, au profil surprenant. La presse les a surnommés les papis braqueurs. 12 suspects, 70 ans de moyenne. L'un d'entre eux ne peut pas comparaître pour raison de santé. Certains peinent même à rejoindre la salle d'audience. Un spectacle presque attendrissant qui tranche avec la gravité des faits qui leur est reproché. Le braquage violent de la star américaine à Paris en 2016 et le vol pour plus de 5 millions d'euros de bijoux. Ce qui est fascinant, c'est évidemment la rencontre de ces deux mondes, dans cette chambre d'hôtel improbable au milieu de la nuit. C'est le jet privé contre la bicyclette, c'est le patiné contre le bling-bling. Enfin voilà, ce sont deux univers qui n'auraient jamais dû se croiser. Et c'est ce télescopage, ce crash-là, qui fait l'intérêt de cette affaire. Que s'est-il passé à 2h30 du matin dans le très luxueux hôtel dans lequel séjournait Kim Kardashian ? Comment ce groupe de sexagénaires et ses complices a-t-il supposément organisé ce braquage ? Quelle ligne de défense ces hommes désormais affaiblis font-ils valoir face aux jurés ? Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016, en plein centre de Paris, le quartier de la Madeleine est endormi. Derrière les portes du numéro 7 de la rue Tronchet, l'hôtel particulier de Pourtalès, une résidence intimiste sur 8 étages, à l'intérieur de laquelle sont nichés 11 appartements, entre 95 et 367 mètres carrés, tous plus luxueux les uns que les autres. En fait, c'est un établissement qui n'est pas véritablement un palace avec toute la sécurité qui va avec. C'est un hôtel particulier au fond d'une cour. C'est pas protégé. Le digicode, ça, il est cassé. On rentre un peu comme dans un moulin. Ce sont des stars américaines qui viennent là pour être discrets, justement, qui n'ont pas envie d'être filmés dans leur intimité, leur vie privée, de savoir à quelle heure ils vont rentrer avec qui. Ce refuge pour les stars de passage à Paris est tellement discret qu'il est baptisé le No Name. Et c'est ici que Kim Kardashian et son mari, le rappeur Kanye West, ont leurs habitudes. Dès l'arrivée de l'influenceuse dans la capitale, quelques jours plus tôt, le 29 septembre 2016, elle descend dans l'un de ses prestigieux duplex, une suite de plus de 300 mètres carrés. Ce soir-là, après avoir assisté à un défilé de la Fashion Week, puis avoir dîné avec des amis, la star américaine rejoint sa chambre sur les coups de minuit. L'hôtel est plongé dans le noir, lorsque vers 2h30 du matin, au pied de la bâtisse, 5 hommes font irruption. Certains arrivent à pied, d'autres à vélo. Ils arrivent devant ce porche d'immeuble, ils sonnent à la porte. À ce moment-là, ils ont des blousons siglés police. À la réception, Abderrahmane Ouatiki, 39 ans, leur ouvre la porte. Depuis 6 ans, en parallèle de ses études, il est veilleur de nuit dans cet hôtel particulier. Il a cru que c'était des vrais flics et il ne s'est pas étonné qu'ils aient une cagoule parce que dans son pays, en Algérie, les flics d'intervention, ils ont toujours une cagoule, donc il leur a ouvert. Immédiatement, les braqueurs le menacent, le menottent,
puis le force à s'agenouiller. Ils lui demandent alors avec insistance de leur indiquer la chambre de celle qu'ils appellent la femme du rappeur. Une arme braquée sur lui, Abderrahmane Ouattiki finit par coopérer. 3 vont rester en bas à faire le guet, tandis que 2 autres vont monter à l'étage avec le veilleur de nuit ligoté. L'un des 2 va mettre un masque de ski, c'est un détail que Kim Kardashian va rapporter aux enquêteurs ensuite. Et elle se souvient que l'autre, plus grand, a des grosses lunettes de vue. C'est lui qui va se montrer plus violent, il a une arme à la main. Au premier étage, dans l'appartement, la milliardaire en peignoir vient de se mettre au lit. Elle pianote sur son ordinateur lorsqu'elle entend un bruit près de la porte. Elle a demandé qui c'était. Elle a pensé que c'était sa sœur et son assistante qui rentraient de faire la fête un peu pompette. Et puis, personne n'a répondu. Elle commence à comprendre que quelque chose ne tourne pas rond. Elle veut prendre son téléphone pour appeler son garde du corps. Quand 2 hommes surgissent dans sa chambre, cagoulés, l'un d'eux est armé, et ils tiennent en joue le veilleur de nuit qu'elle reconnaît. Entendue par la juge d'instruction française chargée de l'enquête sur son agression et le vol dont elle a été victime, Kim Kardashian est auditionnée le 2 février 2017 à New York. Et voilà ce qu'elle raconte. Je croyais que c'était des terroristes venus pour m'enlever. Quand je les ai vus, je suis descendue du lit spontanément en roulant pour prendre un de mes téléphones portables. Une des personnes m'a arraché le portable des mains et m'a projeté sur le lit, par derrière. Donc je suis tombée sur le ventre, la face contre le lit. Je me souviens que j'avais un sentiment indescriptible, comme le cœur qui sort de la poitrine. Je comprenais que j'allais mourir. Les voleurs ont demandé la bague, la ring. Elle comprenait pas what, elle disait. Et en fait, c'est Ouattiki qui assurait la traduction, qui faisait l'interprète, qui en même temps essayait d'apaiser les choses parce que Kim Kardashian, selon ses propres mots, était complètement dans un état, elle dit, de frénésie, frénétique, hystérique. Malgré son fort accent français, la star comprend que l'homme en face d'elle veut sa bague de fiançailles. Celle que Kanye West lui a offerte 3 ans plus tôt et qu'elle exhibe sur les réseaux sociaux. Un diamant de près de 19 carats et d'une valeur de 4 millions de dollars. L'un des cambrioleurs la menace, agite son arme. La star américaine est terrorisée. Puis en larmes, elle se résout finalement à désigner la table de nuit où trône son diamant. Elle l'attrape, ce solitaire incroyable, elle leur tend, ils le mettent dans la poche, et là ils regardent un peu autour d'eux, ils cherchent un coffre-fort, et ils trouvent simplement une boîte qui est ouverte, qui déborde d'or, de colliers en or, de boucles d'oreilles, de pierres précieuses, de broches, il y a aussi une montre. Bon, pour eux, c'est inespéré. Ils pensaient simplement, entre guillemets, prendre la bague. Ils se retrouvent avec énormément d'autres bijoux qu'ils mettent dans leur sac. Le duo de voleurs dévalise sa chambre, sous le regard effrayé de Kim Kardashian. Une scène traumatisante qu'elle accepte de raconter le 21 octobre 2020, soit 4 ans après les faits. Elle accorde une interview à David Letterman, diffusée sur Netflix. He grabbed me and pulled me towards him, but I wasn't wearing anything underneath. So I was like, okay, this is like the time I'm gonna get raped. Like, just deal. Like, it's gonna happen. You know, like, just prepare yourself. But then he tied me up with handcuffs and then zip ties and then duct tape. And then duct tape my mouth and my eyes. Un des braqueurs même lui aurait dit calme-toi ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, il la pousse sur le lit. Elle est évidemment terrifiée, elle crie, elle demande, elle supplie même qu'on lui laisse la vie sauve. But I kept on looking at the concierge because I didn't know who he was, and I'm like, what is happening? Are we gonna die? Just tell them I have children. Like, I have babies, I have a husband, I have a family. Like, I have to get home. Tell them take anything. I'll never say like I saw them. Like, take everything. He picked me up and he put me in a bathtub. And then he picked me up again and just put me on the floor and ran.
Les braqueurs quittent les lieux à 3h08 du matin. À ce moment-là, la styliste qui était cachée dans une autre chambre de la suite et qui a donné l'alerte par texto, qui a envoyé des messages à la sœur de Kim Kardashian et à son garde du corps, donc les téléphones se mettent à sonner, donc les braqueurs prennent peur et ils comprennent qu'il faut qu'ils aillent vite. Ils redescendent très vite en bas. Ils font subir le même sort au veilleur de nuit, ils le ligotent, ils l'enferment dans un petit local et ils s'enfuient avec les 3 complices qui attendaient en bas, qui étaient chargés de monter la garde. Parmi eux, Younis Abbas, 63 ans, fait partie du commando. Entre la rentrée et la sortie, on a peut-être fait 5, 7 minutes, 6 minutes. Parce que tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'interférence, la victime a donné ses bijoux, n'a pas posé de résistance. Tout s'est très bien passé. 2 d'entre eux repartent à pied. Les 3 autres s'échappent à vélo. Les voici ici filmés par une caméra de vidéosurveillance. Quand je suis sorti de l'immeuble, je te bananais avec une patrouille de police. Mes collègues étaient déjà partis, et moi j'étais le dernier. Je fermais la porte et ils m'ont regardé. J'aurais fait un petit signe comme ça, j'ai dit saluer. Je faisais une ronde tout simplement. Bon, évidemment, j'étais pas à mon aise. J'ai affiché une sérénité, j'ai essayé en tout cas de le faire. Ça a marché. Younis Abbas est le dernier membre de l'équipage à enfourcher sa bicyclette. Il est à vélo, il sait déjà que le pneu de son vélo est crevé. Et donc en partant, il récupère un sac qui n'est pas le bon. Il devait récupérer normalement du matériel compromettant à jeter. Et en fait, il récupère un sac énorme qu'il n'arrive pas à fermer. Il commence à rouler, etc. Le sac sur le guidon se prend dans la roue, etc. Et il tombe. C'est là où ça devient cocasse. Tous les bijoux qu'il avait dans son sac se déversent sur le trottoir. Avec l'un de ses collègues, il ramasse comme il peut les bijoux éparpillés par terre, puis s'enfuit. Une négligence, une forme presque d'amateurisme. Je ne sais pas si ce sont de bons ou de mauvais gangsters. Ils ont fait beaucoup d'années de prison. Ils ont quasiment tous été, en tout cas dès le plus jeune âge, dans ce type d'affaires. Donc ils ont quand même une certaine expérience. On ne peut pas dire que ce sont des débutants ni des pieds nickelés. Peut-être que l'âge qu'ils ont alors déjà joue en leur défaveur parce qu'on fait plus d'erreurs, on est peut-être moins agile, moins attentif à ce moment-là. Dans la précipitation, les malfaiteurs oublient derrière eux un collier en diamant, retrouvé quelques heures plus tard par une passante. Le reste du butin, estimé à 5 millions d'euros, disparaît dans la nature. Il n'a jamais été retrouvé. Ce qui n'empêche pas pour autant les enquêteurs de se mettre sur la trace des braqueurs. Les enquêteurs vont découvrir dans cet appartement des traces ADN sur le scotch et sur les petits câbles noirs qui ont servi à ligoter le réceptionniste et Kim Kardashian. Et cette trace ADN est au fichier des empreintes génétiques. Elle correspond à une identité. À partir de là, ils vont commencer à tirer le fil. Et avec un très long travail de téléphonie, de filature, ils vont réussir à remonter vers tous les suspects qui sont aujourd'hui jugés. Car la petite bande a l'habitude de se retrouver dans des bars ou des cafés. Les voici ici, en photo, 2 mois après le braquage. Ils se voient plusieurs fois, à la terrasse de café, notamment à Paris, dans le 12e. Ils vont en Belgique et là aussi, ils se font filmer par une caméra de surveillance d'une station-service, par exemple. C'est des hommes qui vivent en étant habitués à déjouer la surveillance policière ou à être paranoïaques même de cette surveillance. Donc, ils rentrent dans le métro, ils ressortent, ils regardent derrière eux en permanence, ils tournent une rue, ils ont des techniques pour essayer de vérifier s'ils sont suivis ou non. Et ça, les policiers enquêteurs s'en rendent compte. Un homme est rapidement identifié comme étant le cerveau du groupe. Omar Aït Kedash, 60 ans à l'époque. Très vite, ils se rendent compte qu'Omar utilise une identité usurpée, qu'il est en cavale et qu'il vit sous le nom de Pascal Larbi. Pascal Larbi était un de ses employés quand il tenait une brasserie. Donc très vite, il reconstitue ses premières pièces du puzzle.
Omar Aït Kedash est interpellé avec 16 autres personnes le 9 janvier 2017. 7 mois plus tard, le 24 août 2017, il écrit à Kim Kardashian 7 lettres en forme d'excuse. Je souhaite venir vers vous en être humain pour vous dire combien je regrette mon geste, combien j'ai été ému et touché de vous voir en larmes. Sachez que je compatis pleinement à la souffrance que vous endurez. D'après son avocate, qui le défend depuis son arrestation, c'est une démarche sincère, après une prise de conscience. Suite à une émission de télévision qu'il avait vue depuis le fin fond de sa cellule, il avait pris vraiment la mesure de l'atteinte qu'il avait pu causer à sa personne, que ce soit le traumatisme psychologique ou même la peur qu'elle a pu avoir, parce qu'effectivement, c'était après les attentats de Paris. Et effectivement, lui savait qu'il venait pour voler un bijou, mais elle ne pouvait pas connaître ses intentions et pouvait les imaginer autrement pires. Et donc, il a ressenti le besoin d'écrire cette lettre-là. Dans les couloirs du palais de justice de Paris, ce 28 mai, sur les 12 braqueurs présumés, seuls 10 sont jugés. L'un d'entre eux, surnommé Nérapé, est mort. Un autre, dit Le Gros, est trop malade pour être présent. Devant les caméras, Yeux Bleus ou encore Junior sont bien là. Aux côtés d'Omar Aït Kedash, dit Omar le Vieux. L'homme a désormais 69 ans, une démarche incertaine et de lourds handicaps. Il est reconnu invalide à plus de 80%. Ce qui a obligé le tribunal à mettre en place des conditions inédites pour l'interroger. On le voit marcher avec une canne, il a du mal à se déplacer, il est rendu muet par sa surdité. Et donc, pour entendre les débats, il y a 2 sténodactylos qui sont dans cette salle d'audience et qui retranscrivent en direct tout ce qu'il se dit sur un écran qu'il peut lire. Pour ses réponses, c'est très laborieux, très compliqué. Il a un petit cahier d'écolier, un petit stylo. Et globalement, il répond au président, soit en levant le pouce ou en essayant de faire des gestes qu'on pourrait tous comprendre, des mimes quasiment, soit en répondant, en écrivant sur le cahier avec cette espèce de suspense de tout le monde qui attend, après qu'il ait eu le temps de lire la question retranscrite, et bien de prendre son stylo, d'écrire et ensuite de le mettre sous la petite caméra. Maintenant, lui, il a véritablement tenu à comparaître, à s'expliquer dans la mesure de ses moyens. Il voulait absolument pas que le fait que son état de santé se soit dégradé soit interprété comme une manière de se défiler. Sa personnalité et sa vie ont été passées au crible à l'audience. La vie d'Omar Aït Kedash ressemble à un film de bandit. Dans les années 70, il a commis des braquages de banque. Il est passé ensuite par la case prison où il a passé des diplômes, notamment un CAP de cuisine qui lui a permis de travailler dans la restauration. Mais il ne s'est pas rangé des affaires puisqu'après, il a été condamné dans une affaire de trafic de stupéfiants, condamné dans une affaire de saucissonnage d'une octogénaire qu'il avait braqué pour des bijoux. Et puis après, ce braquage de Kim Kardashian. Son avocate met en avant la longue période durant laquelle il a géré un restaurant, espérant ainsi casser son image de papy braqueur multirécidiviste. C'est vraiment quelqu'un qui a été restaurateur, en fait, tout simplement. De 1987 à 2010, il n'a plus aucune rencontre avec la justice. Il a recroisé, du coup, dans un bar dans Paris, une personne qu'il avait rencontrée en détention dans les années 80, et ce serait cette personne qui lui aurait proposé, en réalité, cette affaire. Simplement, voilà, c'est pas son milieu, c'est pas quelque chose dans lequel il a toujours baigné, ça ne lui ressemble pas. Omar le Vieux encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il est soupçonné d'avoir eu un rôle central dans ce braquage, notamment parce que 2 de ses proches sont également impliqués. Son fils est, d'après l'accusation, celui qui a déposé en voiture une partie du gang près de l'hôtel le soir du braquage. Et son ex-compagne, qui est la seule femme parmi les accusés, aurait joué le rôle d'intermédiaire, notamment en passant des coups de fil avant, après le braquage, avec les autres membres de ce gang de braqueurs. Tout comme la célèbre influenceuse, le réceptionniste de l'hôtel ultra discret du braquage a eu affaire à lui. Il a été mis en joue par les malfaiteurs. Il souffre, depuis, de stress post-traumatique. Il a bien observé la faiblesse physique d'Omar Aït Kedash et de plusieurs des accusés à ce procès. Mais il appelle à ne pas se laisser attendrir par cette impression extérieure. Ils sont dans un état de santé, je dirais, lamentable. Mais après, je note cet état
Je dirais que c'est le piège de cette affaire. À mon avis, il faudrait recontextualiser les événements et les personnes en 2016 pour pouvoir en fait juger de ce qui s'est passé. Pour lui, comme pour Kim Kardashian, il y a eu un avant et un après. La star américaine a changé sa manière de vivre. Elle passe plusieurs années sans revenir en France et sans porter de bijoux. Elle donne une ou deux interviews à ce sujet télévisées en Amérique où elle explique à quel point elle a été traumatisée, à quel point elle souffre même d'un stress post-traumatique. Elle dit qu'elle a été jusque-là peut-être naïve de penser qu'elle pouvait ne pas vivre entourée de gardes du corps. En tout cas, aujourd'hui, sa maison est entourée de sécurité, celle de ses sœurs et de sa mère également. Kim Kardashian est attendue au procès le 13 mai prochain pour témoigner de cette nuit parisienne traumatisante.